Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Un mineur a été présenté au procureur spécial de la Criette pour tentative de kidnapping d'une fillette. Plus de précisions dans cette édition. L'épilepsie est un mal connu, mais beaucoup ignorent qu'il n'est pas contagieux. À suivre dans cette édition, les clarifications du neurologue Gérald Goudinou au sujet de son traitement. Adolphe Ogouillon est désormais le directeur technique de la Fédération béninoise de football, ce après 3 ans d'intérim. Nous y reviendrons. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. De passage à Cotonou à la fin du mois de mai, la chanteuse Gisèle H s'est produite en concert le 3 juin dernier à Yes Papa de Cotonou dans le décor de création d'art plastique. Elle précise le cadre de sa présence à Cotonou au micro de Carles Kitomé. Je suis venue au Bénin, j'ai fait tout au pays pour faire un spectacle à mon public parce que après tout, la base c'est ici, le tchenk c'est ici, et le vaudou c'est ici. Ainsi, Gisèle H a interrompu une tournée en Côte d'Ivoire pour donner un concert au Yes Papa de Cotonou. Dans ma tournée, j'ai pensé que je vais faire un saut rapidement au pays, et aussi pour saluer les divinités et pour donner un spectacle à mon public. J'ai donné un spectacle à Yes Papa le week-end passé, c'est-à-dire le 3 juin, mais j'ai fait un spectacle musique expo, comme je le fais toujours maintenant. Un concert live Tchenk Reggae Night, au cours de laquelle elle a exécuté un répertoire Tchenk en hommage au roi Stan Toron, avec la participation de Toré Couleur, l'ancien métronome de ce dernier. Et quand on parle de Stan Toron, c'est mon parrain. Mon parrain depuis les années 2000, que Stan Toron est resté mon parrain. Et Stan Toron qui m'a appris comment on fait le tchenk, comment on chante, comment on joue, Gota, tout ça, c'est lui qui m'a appris. C'est lui qui m'a mis vraiment dans le système. Sinon, à l'époque, j'étais à Abidjan, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait l'INSAC. Donc, j'étais plus moderne dans ma musique. Et quand je l'ai côtoyé, parce que j'aimais beaucoup le tchenk, donc j'ai pris le temps, je le côtoie. Quand je descends de la Côte d'Ivoire pendant mes vacances, je le côtoyais. Et en 2000, quand j'ai sorti mon premier album, il m'a aidé à faire mon premier single tchenk. Sur l'album de 6 titres, il y avait ce seul tchenk. Et voilà, j'ai adopté, je me suis adaptée et j'ai continué avec lui. Et quand j'ai fini mes études à l'INSAC, je suis revenue au Bénin, m'asseoir un peu. Et là, il m'a donné beaucoup plus. Il m'a donné vraiment la main. Il m'a donné le tchenk, comme il a donné aussi à plusieurs. Gisèle est allée poursuivre sa tournée ivoirienne après avoir vénéré cette divinité en terre béninoise. L'épilepsie, contre toute attente, n'est pas un mal contagieux. Son traitement, selon le médecin neurologue Gérald Goudinou, nécessite une attention particulière. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut dire que 60
à 70% d'épilepsie d'enfants guérissent totalement, définitivement, quand on met un traitement bien adapté et bien suivi. Mais il peut y avoir des cas où l'épilepsie, les crises peuvent continuer. Normalement, quand on met le traitement, au bout de 2 ans, on doit envisager l'arrêt du traitement. Mais les crises peuvent continuer. Pour certains, après les 2 ans, quand on amorce l'arrêt du traitement, certains patients recommencent à faire des crises. Ces patients-là, il faut continuer leur traitement. Et il faut toujours, à la fin de la 3e année ou à la fin de la 5e année, tenter de voir s'il n'y a plus de crise, si on pourrait envisager un arrêt du traitement. Mais lorsque on commence par diminuer les doses des médicaments et qu'une crise survient, il faut voir que ce patient est un patient qu'il faut pratiquement traiter à vie. Donc, comme on traite l'hypertension ou le diabète. Donc, c'est pas... Mais le fait de respecter son traitement fait qu'on évite les crises si le traitement est adapté au type de crise que le patient fait. Le métier de vitrerie, comme tout métier, fait appel à des outils, des moyens et des matières premières, lesquelles matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté l'exercice de métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. Un reportage retrace tout ceci et il est signé Conté Amoussou. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao pour une vidéo là, ok? Même par exemple, il y a des gens qui ont à quoi les gens doivent bon quand accessoires les bio dion à quoi les j'ai accessoires les dit ils ont sort de choix. Quand c'est les donc continue client dit. Nous avons client c'est comprendre. Donc on a tellement de quoi pour nous. Sinon, on a bien fait quoi. Et ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Parce que on a beaucoup de pertes. On doit on a des clients qui comprennent. Clients qui Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Un jeune homme, un garçon âgé de 15 ans, a comparu devant la criette ce mardi, en prison depuis mai 2023. Il est poursuivi pour tentative de kidnapping d'une fillette dans une maison à Parakou. À la barre, il a reconnu les faits en admettant appartenir à une bande qui s'apprêtait à kidnapper la fillette dans une maison. Selon lui, pendant l'opération de kidnapping, les autres se sont cachés dans une brousse et l'ont envoyé au front. Mais le plan n'a pas marché et il a été appréhendé alors qu'il tentait d'arriver
à d'étancher sa soif au robinet de la maison. Il témoigne que les autres membres de la bande ont déjà enlevé une personne dans le quartier de Zongo à Parakou. L'accusé étant mineur, le parquet spécial de la Criette a demandé à la cour de déclarer incompétente. Le dossier est donc envoyé au mardi 8 août 2023 pour le délibérer et le mineur reste en prison. Sport dans cette édition, le directeur technique national par intérim de la Fédération béninoise de football depuis 2020, Adolphe Ogouillon, est nommé officiellement ce mardi 13 juin DNT de la Fédération béninoise de football. C'est à travers un communiqué en date du lundi 12 juin que le secrétaire général de la FBF, Claude Paki, a annoncé la composition de la direction technique nationale DTN avec l'ancien capitaine des Guépards du Bénin en tête. Il est donc titulaire, il faut le préciser, en licence à l'UEFA, cadre technique, formateur des jeunes, formateur d'entraîneurs, éducateur sportif, entraîneur de football et conseiller pédagogique d'entraîneurs. L'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC est une société sportive qui présente dans les disciplines comme le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Au basketball, elle a eu une saison difficile avec son club qui a été suspendu pendant une période. Le directeur général Boni Akobi nous fait le point de ASPAC BBC et rappelle la situation qui a conduit à la suspension du club. Suivez le micro de Anaël Dou. En début de saison, on a eu mal d'ordre. Il y a eu des difficultés. Sinon, on était vraiment préparé, puisque déjà des années antérieures, vous connaissez très bien BBC, on a fait preuve, on a déjà fait montre de nos talents au niveau de BBC. On a une renommée. C'est toujours ASPAC. Au niveau de basket, au niveau de hand, ASPAC a déjà prouvé ce qu'il sait faire. Malheureusement, cette année, on avait une équipe en place qui était prête vraiment à affronter, à jouer les premiers rôles. Sincèrement, on voulait damer le pion à Coton. On était vraiment très sûr de notre équipe. Malheureusement, on a connu l'incident là en début de championnat. Ça, c'était un manque de professionnalisme, il faut le reconnaître. Nous avons eu à critiquer ça même au niveau de nos joueurs. En réalité, ASPAC avait demandé, souhaité jouer sur ses locaux, c'est-à-dire sur ses propres installations. Et ce n'était pas ASPAC seul, il y avait d'autres équipes, telles que Renaissance, même la Renaissance, Énergie, etc. Mais la fédération avait décidé que les matchs se jouent à Eya. Donc, ceci a créé une situation de mécontentement au niveau de nos joueurs, même du staff, parce qu'on avait écrit pour demander à ce que, pour les équipes qui reçoivent, que les équipes puissent recevoir sur leur terrain de prédilection, mais qu'on n'impose pas un terrain sur lequel les joueurs devraient vraiment se manifester. Malheureusement, on n'a pas eu une suite favorable et la décision était que, parce qu'avant, ASPAC jouait ces matchs au niveau du Hall des Arts. La vision du gouvernement qui est de revoir, de reconstruire, de remettre en question ce centre dans de bonnes normes, dans le respect des normes. Au niveau du terrain du Hall des Arts, ce n'est plus tellement disponible, mais nous, on nous proposait de jouer quand même sur des installations que ASPAC devait choisir. Malheureusement, on n'a pas été entendu, on n'a pas eu écho favorable auprès de la fédération, ce que les joueurs n'ont pas su gérer. Et ils sont arrivés au terrain, ils devraient en faire une rencontre. Malheureusement, toutes les trois équipes, c'est plusieurs équipes d'ailleurs à la fois, ont refusé de jouer. Le jour du match même, vous comprenez qu'en matière quand même, que ce soit de foot, de basket, de compétition, il y a des règles. Vous ne pouvez pas le jour de la compétition venir et boycotter une compétition. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles. Donc c'est suite à cela que la fédération a pris des mesures qui nous ont vraiment déstabilisés. Ça, il faut le dire. Ça a déstabilisé l'équipe. Vous imaginez, figurez-vous que vous ayez une équipe qui est déjà prête pour jouer et que le jour du match, l'équipe, suite à un acte posé, on dissout l'équipe. Parce qu'en réalité, c'était même une dissolution. Et après, nous avons eu à écrire donc, à la fédération. On a demandé de revoir un peu la sanction à la baisse.
Il fallait payer une amende de 5 millions et les joueurs tous les joueurs qui étaient sur la feuille de match ont été suspendus. Au départ, même c'était pour 1 an. Après, la fédération a revu ça à la baisse. Il y a 6 mois de suspension. Les entraîneurs ont été suspendus pour 2 ans. Vous voyez, cette situation, comment reconstruire l'équipe? Ce n'était pas du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. On a fait preuve de sacrifice pour reconstituer rapidement l'équipe. En quoi faisant? En allant chercher des joueurs, en recrutant des joueurs, en recrutant de nouveaux entraîneurs. On était pratiquement de 2 semaines, vous comprenez, la mayonnaise n'a pas pu prendre correctement. C'est ce qui fait que nous avons quelques défaillances, mais vous connaissez les résultats, nous sommes 3e au classement aujourd'hui, malgré ces difficultés. Mais notre objectif, c'est d'être au moins 2e pour pouvoir participer aux compétitions régionales. Donc on a recruté de nouveaux entraîneurs. Il y avait des anciens qui n'ont pas été sanctionnés. Donc anciens comme nouveaux, ils travaillent pour remettre l'équipe sur les rails. Et au niveau des joueurs également, il y a les nouveaux, mais il y a les anciens. Ils font des entraînements ensemble. Ça permettra au nouveau coach qui a pris le match également en cours de voir un peu, de préparer vraiment une équipe plus solide pour la saison prochaine. Donc ils ont même déjà fait un point. Il y a une liste au niveau des anciens, que ce soit au nombre des anciens, ceux qui seront gardés, les nouveaux également. On fera un point pour garder l'équipe. Et s'il faut renforcer davantage l'équipe, on le fera au prochain mercato en vue d'avoir une équipe solide. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.